Je suis très heureux, bon, je pense que vous avez peut-être déjà dû l'entendre plusieurs fois, mais d'être parmi vous ce soir parce que d'une part c'est une coproduction et à l'île Place Tertiaire que je préside, et bien si vous voulez on aime ça. Et puis Patrick que je rencontre à nouveau, on se côtoie depuis longtemps et donc doublement heureux de vous accueillir pour cette dernière manifestation, ou une des dernières je pense, centrée sur la performance. Bon, ça me permet de faire un peu le lien avec l'île Place Tertiaire. Rappeler simplement, si vous voulez, que c'est la communauté des activités de services à valeur ajoutée apportées aux entreprises, dont l'objectif principal est quand même de viser bien entendu la performance. Alors, notre façon de travailler, on travaille un petit peu dans l'ombre, les services, ça ne se voit pas beaucoup, mais sachez qu'on est quand même très actif sur le plan de l'animation. L'objectif que nous avons, c'est bien entendu d'associer un petit peu tous les métiers et de viser toutes les fonctions de l'entreprise qui permettent justement d'évoluer, qui permettent bien sûr d'être performants, mais surtout d'accompagner les entreprises dans les grandes étapes de leur vie. Je pense notamment à la transmission, mais ça peut être aussi sur les enjeux d'innovation. On a été créé il y a déjà 7-8 ans pour une raison simple, si vous voulez, c'est que nous avons une économie dans le Nord-Pas-de-Calais, sans vouloir faire dans le catastrophisme, mais qui crée peu de valeur ajoutée par rapport, si on se compare aux autres régions. Si vous ramenez la valeur ajoutée au nombre de salariés dans cette région, eh bien on est une des dernières régions de France. Et nous pensons, et je pense que c'est partagé, si vous voulez, nous pensons qu'incorporer du service eh bien, dans toutes les activités industrielles ou les activités de service ou commerciales, si vous voulez, c'est de concourir à faire en sorte que cette valeur ajoutée par salarié, si vous voulez, évolue pour le plus grand bien de l'activité économique. Donc voilà un petit peu qui on est. On est bien entendu associé aussi à JAD, à ce salon, parce que nous pensons, si vous voulez, que cet enjeu du développement durable, décliné sous toutes les formes, que ce soit à travers de la RSE, que ce soit au travers du grand projet dont vous avez certainement entendu parler, la troisième révolution industrielle, eh bien son nature, si vous voulez, un petit peu à booster notre économie et que là aussi, le service a sa partition à jouer. Donc voilà un petit peu le pourquoi de notre présence ici et de notre engagement aux côtés du MFQ. Et je salue d'ores et déjà un petit peu ce côté de performance et des récompenses qui vont être apportées tout à l'heure. Ça fait partie pour moi un peu des challenges et plus on sera capable de donner du rayonnement à ce genre de manifestation, eh bien, plus je pense on progressera. Voilà ce que je voulais dire ce soir en guise d'introduction. Il m'appartient de passer la parole. Oui. Patrick, tu prends le relais ? Oui, je vais prendre le relais. Merci Jean-Pierre. Bon, cette assemblée fait suite à une assemblée générale de notre association qui s'appelait donc Mouvement français pour la qualité, qui s'appelle maintenant Association française qualité et performance et qui rejoint la fédération nationale dont le président est ici présent. Puisque nous mettons en place donc, notre association régionale au sein de cette association française qualité et performance. Je ne reviendrai pas et je ne vais pas avancer sur ce qu'est l'association et sur ce qu'elle fait, puisqu'au travers des différents témoignages qui devraient vous être présentés, nous allons essayer de vous montrer en quoi consiste l'association, comment elle fonctionne, quelle est pour le coup sa valeur ajoutée. Ça me permet simplement de faire une transition par rapport à celle qui doit me succéder, puisque depuis peu, une entreprise de marketing a voulu s'associer à notre mouvement. Cette entreprise, c'est Biz. Sa responsable, la directrice générale, est ici présente, c'est donc Caroline Valland. Et je crois qu'elle serait plus à même que moi d'articuler les différents témoignages qu'on voudrait vous présenter sur le terrain de la performance et de la qualité. Merci messieurs, on vous applaudit pour cette introduction. Ça se fait. Caroline Valland, vous avez été effectivement annoncée, donc c'est vous qui allez illustrer la qualité et performance au travers de témoignages d'entreprises. Effectivement, je rappelle que vous êtes aussi, ça n'avait pas été dit, administrateur de l'association régionale. Je vous donne la parole, bien volontiers. Bonsoir. Une petite touche féminine. Merci Patrick de me donner cette opportunité. Je vais reprendre quelque chose qu'a dit Franck Sprecher tout à l'heure à l'AG. Il a fait référence à la troisième révolution industrielle qui est en marche. Moi, en fait, je fais partie de ces personnes qui sont convaincues que
qualité et performance plus nouveau mode de développement égale business, sachant que ma traduction du business, c'est création de valeur sous plusieurs formes. Donc j'aime bien l'idée que défend la FQP, qui est son nouveau nom, de transformer une contrainte en opportunité, parce que je pense qu'on est en plein dedans, même si ce n'est pas nouveau. Et le plus simple, c'est de démontrer pour l'association, de partager avec vous en fait, les apports et les actions que réalisent les différentes personnes qui animent cette association. Florian, est-ce que tu peux te lever? Voilà. Florian en fait anime le club AIC, donc c'est un jargon qui veut dire audit interne croisé. Et je vais laisser Florian en fait nous expliquer ce qu'il fait dans ce club. Alors bonsoir à tous, donc Florian Leverier, responsable qualité chez Vilogia. Alors au club AIC, on fait quoi? Donc, déjà le mot AIC est un nom barbare qui veut juste dire audit interne croisé. Et finalement, on fait de l'audit croisé, donc ça veut dire qu'on se rassemble entre entreprises, on met nos forces ensemble pour aller auditer nos processus dans diverses, on va dire, thématiques, que ce soit la qualité, l'environnement et la sécurité. Donc l'objectif de ce club, c'est de réunir un certain nombre d'auditeurs qui viennent d'horizons différentes, puisque la plus-value de ce club, c'est justement d'aller auditer des entreprises qu'on ne connaît pas forcément, des thématiques nouvelles pour nous, qui sommes dans notre quotidien. Et donc l'objectif, c'est d'aller, au travers de l'audit interne croisé, c'est d'aller rendre service à l'entreprise et justement d'apporter une plus-value une plus-value au travers de l'audit qui est pour nous en tout cas au sein du club, et c'est un peu notre dynamique, c'est vraiment d'essayer que nos process nous permettent de nous améliorer et que on va dire le terme qualité et performance se marie très bien dans notre dynamique de club. Donc je vais passer la parole à Fabienne, qui va au travers d'un exemple, qui va vous démontrer que l'ambiance est bonne et qu'on a une réelle plus-value justement à échanger et à croiser sur cet outil de l'audit. Bonjour, donc je suis Fabienne Lutins, donc je suis responsable QSE dans une PME, donc Siloc. Donc ça fait tout juste 1 an que j'ai intégré le club AIC. Donc nos principales motivations, c'est déjà de pouvoir pallier à une absence d'auditeurs internes au sein de notre structure. Donc on est 23 salariés, donc il est très difficile de motiver des collègues et notamment de les motiver, mais aussi qu'ils puissent avoir la gestion de temps pour à la fois préparer et réaliser des audits internes. Ensuite, ça nous permet également d'avoir un regard neuf en fait sur tous nos processus. Donc, en tant que petite structure, donc 23 personnes et responsable qualité, donc j'ai mis en place l'ensemble du système et des processus. Donc, c'est très dur après quelques années d'audit interne de pouvoir toujours avoir cet œil objectif pour pouvoir participer à l'amélioration continue de notre système. Ensuite, les réunions, c'est vraiment un lieu de partage et d'échange, donc à la fois sur des problématiques communes, également sur les outils aussi, les outils de qualité. Et enfin, ça nous permet aussi de maintenir et de perfectionner nos compétences en tant qu'auditeurs. Donc concrètement, les résultats sur une année où j'ai participé à ce club AIC, déjà 100% de mon planning d'audit a été réalisé, ce qui n'a pas forcément été le cas sur les 2 ou 3 dernières années. D'ailleurs, ça fait l'objet de remarques de la part de notre organisme certificateur. Et ensuite, c'est également les axes d'amélioration qui sont proposés par les auditeurs du club, donc avec une pertinence, une bonne pertinence en fait, pour pouvoir nous améliorer. Merci Fabienne, ça c'est du concret, c'est sûr. J'aimerais bien que Laurie se lève. Je ne sais pas où tu es, Laurie. Ah, tu es là, super. Laurie, toi tu as un rôle un peu particulier parce que tu t'es retrouvée intervenir comme expert. Tout à fait. Et en fait tu as fait découvrir à pas mal d'entreprises le Lean Factory. Tout à fait, donc bonsoir à tous. Donc, je suis consultant en Lean Manufacturing. Ça fait 15 ans que je fais du Lean Manufacturing.
Donc ma société s'appelle Lineo. J'accompagne le MFQ, donc maintenant la FQP, sur le Lean Manufacturing. On a animé 3 groupes ces 3 dernières années. On a formé à peu près une trentaine d'entreprises. Alors le Lean Manufacturing, c'est quoi ? Avant tout, c'est une philosophie. C'est une façon de penser, c'est une vision des choses. J'ai entendu des mots là qui étaient intéressants, c'est valeur ajoutée. Mais la valeur ajoutée, c'est beau, mais c'est quoi la valeur ajoutée ? La valeur ajoutée, nous, on l'utilise énormément dans le Lean parce que ça nous permet de remettre le client au cœur du système, au cœur de l'entreprise. La valeur ajoutée, c'est ce que le client est prêt à payer. Et donc, du coup, ce que le client est prêt à payer, c'est des choses qu'on va justement pouvoir étudier dans l'entreprise, qu'on va pouvoir regarder. Le client est prêt à payer pour des choses de transformation, pour des choses qu'on va lui apporter, pour de la valeur. Donc nous, en Lean Manufacturing, on va s'occuper de tout ce qui est non-valeur ajoutée, ce que le client n'est pas prêt à payer. Donc moi, je vais former l'ensemble du personnel des entreprises. On va leur montrer un petit peu la voie, comment on peut faire pour justement découvrir et analyser son propre poste de travail, ses propres tâches dans la journée. Donc les non-valeurs ajoutées, c'est tout ce que le client n'est pas prêt à payer. Et donc tout ça, pour nous, ça va être des gaspillages. Donc on va faire des ateliers gaspillage et on va pouvoir sortir un petit peu les différents problèmes. Ensuite, l'objectif du Lean, c'est de simplifier l'organisation. Pourquoi la simplifier ? Pour pouvoir fédérer un maximum d'employés pour être le plus possible à aller vers notre client, pour avoir le goût de la satisfaction client et de servir le client. Donc moi, ça fait 30 entreprises qu'on a fait. On a un exemple concret avec une société qui s'appelle la société Orca, où on a mis en place le Lean Manufacturing. Je crois qu'on a un slide sur la société Orca. La diapo suivante, s'il vous plaît. Régie, s'il vous plaît. Voilà. Donc la société Orca qui fabrique des toiles enduites. Et ils ont mis en place le Lean Manufacturing suite au groupe qu'on a animé il y a 2 ans. Ils ont eu des gains importants. Donc ils ont eu un gain de 50% sur le temps de passage d'une commande dans l'entreprise. Donc ils sont passés de 18 jours de temps de passage à 9 jours. Tout ça en réorganisant de manière simple, avec des outils très simples, concrets, sur le flux. Ils ont géré les flux. Ensuite, ils ont eu des gains de 5% sur les prix de revient. Donc ces gains-là sont concrets. Ils ont augmenté également, ils ont amélioré également leur cash flow. Ils ont eu des gains de productivité sur la main-d'œuvre qui fluctuent entre 10 et 33%. Ces personnes ont mis en place également d'autres chantiers suite au Lean. Maintenant, ils sont partis et ils ont intégré le Lean en interne. Et c'est vraiment une façon de travailler chez eux. Et ça, c'est grâce au MFQ. Ils ont découvert cette méthodologie donc, il y a 2 ans et grâce à l'association. Donc, est-ce que... MFQ, aujourd'hui, s'appelle MFQ. AFQP. Et maintenant, donc ça, c'est la vie, c'est le changement. Donc cette année, donc, il s'appelle l'AFQP. OK. Voilà. Merci Laurie, merci beaucoup pour cet éclairage. Je vais inviter Agnès, alors je vais te rejoindre pour te donner un micro et tu le passeras à Jean-Louis. Agnès qui anime le club management qualité de la FQP. Bonsoir à ceux que je n'ai pas encore eu le temps de saluer. Donc ce club management, c'est un club, j'allais dire le club dinosaure, c'est un ancêtre du MFQ. Alors j'ai pas grand chose à faire parce que c'est un club qui fonctionne tout seul. Et j'ai autour de moi un noyau dur qui est là ce soir d'ailleurs. Et donc je vais solliciter un des membres du club pour vous expliquer ce qu'on y fait. Jean-Louis, à toi. Merci Agnès. Bonsoir à tous. Jean-Louis Baudouin, responsable qualité de Dixon Constant. Donc Dixon est adhérent du MFQ depuis 2008. Donc ça fait 6 ans. Et donc 6 ans de présence presque tout le temps au club management que préside Agnès. Alors qu'est-ce que Dixon Constant cherchait à travers ce club ? C'est avant tout une ouverture d'esprit, des échanges, de la réciprocité. Et on avait une petite idée derrière la tête en 2007-2008, c'était de pouvoir lancer chez nous la démarche QSE. Nous étions certifiés ISO, nous souhaitions intégrer la sécurité et l'environnement. Et quelque part, le club management nous a permis de nous lancer. Donc la démarche a démarré en 2009, soutenue par le club à travers ses thématiques. Donc voilà, on a été certifié. Donc un des apports du club management
a été cette démarche QSE, et on a été certifié en 2011. Voilà. Donc aussi un des bienfaits, c'est de pouvoir benchmarker avec d'autres sociétés, industrielles ou non industrielles, différents secteurs d'une autre. Voilà. C'est beaucoup de choses. Merci Jean-Louis. Je voulais juste, en t'écoutant, je repense à une discussion que j'ai eue avec une des entreprises adhérentes qui m'expliquait que quand ils ont rejoint la FQP, en fait, donc anciennement MFQ, c'est très compliqué vos sigles. En fin de compte, ils cherchaient à benchmarker, mais sans devoir faire appel à un consultant extérieur tout de suite, parce qu'en fait, ils aiment travailler leurs propres solutions en interne et vivre l'expérience pour pouvoir se forger des convictions sur ce qui marche et ce qui ne marche pas. Et je crois que cette association a su répondre à cette exigence. Jean-Michel ? Oui, donc moi je suis Jean-Michel Sijoki, j'anime le club prévention. Donc le club prévention est venu d'un souci des entreprises de progresser, de s'améliorer et d'être régulièrement confrontés à des problématiques dans la sécurité, dans la sûreté et dans la gestion des risques professionnels. Donc on a mis en place des thèmes qui étaient à la demande des entreprises et on a voulu que le message soit dit par les entreprises qui avaient mis des dispositifs innovants et qui amenaient des solutions aux autres entreprises. Donc c'est vraiment mettre les entreprises face à d'autres entreprises qui ont des initiatives. Donc on a traité de nombreux thèmes. On a traité les risques psychosociaux, le développement durable et les risques, la prévention des risques routiers, les risques incendies, l'aménagement des bâtiments pour les personnes en situation de handicap, l'intelligence économique, etc., etc. Tous ces thèmes ont été abordés lors des réunions du club prévention. 2 exemples concrets que je voulais vous apporter. Par exemple, le groupe Emuscorp, donc c'est une petite holding de 300 personnes, qui avait le souci de gérer ce qu'on fait beaucoup tous dans les entreprises actuellement, la gestion du stress. Donc une enquête a été faite dans l'entreprise et ils sont aperçus qu'il y avait beaucoup de petits arrêts de travail suite à ce stress. Donc on a fait d'abord, ils ont mis en place des mesures bien sûr de management, mais ils ont voulu trouver une formation où on visait surtout le bien-être, c'est-à-dire que le stress est bien dans l'entreprise, mais il est également chez soi, dans les transports en commun, etc. Donc on a voulu vraiment travailler sur le bien-être. Donc cette formation a été primée à Paris, et donc cette formation a été en plus reprise par des milieux hospitaliers, d'autres entreprises, et ça a fait boule de neige. C'est une création qui avait été faite peu avant la création du club prévention, et cette entreprise est venue en témoigner. Un autre témoignage très rapide, la CCI Côte d'Opale Calais. Donc là, ils avaient le problème à la fois d'un développement durable, mais surtout également de la prévention des risques routiers. Et donc, ils ont mis en place également une formation avec simulateur, etc., pour rappeler certaines choses importantes dans la conduite, mais également une conduite économique. Et derrière ça, une enquête approfondie, ce qui a derrière conclu à déplacement d'un atelier, une nouvelle gestion des déplacements, et donc beaucoup moins d'arrêts de travail, et une optimisation des véhicules, etc. Merci. Merci Jean-Michel. Merci à tous les témoins. Je vais passer la parole à Sylvain. Merci beaucoup. On va vous applaudir, messieurs. Et nous allons maintenant passer à la table ronde, mais là, je ne vais pas me manquer. Je crois qu'il y a un jingle avant la table ronde, donc on va le lancer, ce jingle. Voilà. Et je demande à Xavier Lecoq, à Sonia de Marchelier, Olivier Hutin, Gérard Moxon et Antoine Otoquet de bien vouloir me rejoindre. Voilà. Asseyez-vous là où vous le voulez. Ici. Voilà. Très bien. Alors, très rapidement, je vais vous présenter les personnes qui sont juste en face de vous. On a Sonia de Marchelier, vous êtes consultant, formatrice en management des organisations, en management aussi des hommes. Vous avez créé votre propre structure, travaillé, managé autrement, et qui est une structure qui est, je dirais, qui travaille aussi avec un cabinet qui s'appelle Avance, voilà. Et puis, on en dira un petit peu plus après. Xavier Lecoq, qui est juste à côté. Alors, c'est une autre personne qui est là au titre d'expert. Vous êtes professeur des universités.
Vous enseignez à l'IAE, vous enseignez à l'IESEG, vous êtes aussi chercheur dans le cadre du CNRS, je crois. Et nous avons deux entreprises qui seront là pour illustrer un petit peu ces propos. Je vais commencer par Olivier Hutin, qui est juste ici et qui est Aras Maxei, dirigeant de Aras Maxei. Vous nous expliquerez un petit peu ce qu'est votre entreprise. Gérard Moxon, c'est une autre entreprise bien connue dans la région qui s'appelle MEO. On déguste vos produits depuis de très très longues années, ça on le verra. Et puis Antoine Outoquier, vous êtes ici un petit peu le sage, le grand témoin. Vous allez avoir comme mission, je dirais, de conclure cette table ronde tout à l'heure. Ça ne sera pas forcément facile. Vous êtes président de l'île Place Stratégie et vous pouvez bien entendu intervenir lorsque vous le voulez. Ce que je propose, c'est que, vous connaissez la thématique de la table ronde. Il s'agit de s'exprimer sur, alors un terme que j'ai mis à peu près 3 jours à réussir à prononcer, réjuvénation, maintenant ça va, donc vous allez nous en parler, également réjuvénation, diversité, enfin bon, on va parler un petit peu de ces questions-là. On a voulu les illustrer aussi par des cas d'entreprise. On va commencer par vous, donc messieurs, et ensuite on terminera par nos experts qui nous font l'amitié d'être là ce soir. On commence par Olivier Hutin, peut-être. Merci de prendre un micro. Vous êtes centenaire, enfin pas vous, votre entreprise. Oui, tout à fait. Bon, l'entreprise trouve ses sources en 1898. Elle est particulièrement connue dans la région pour les lampes de mineurs, puisqu'on a commencé effectivement en 1898. C'était une société d'éclairage qui faisait des lampes de mineurs. Ensuite, il y a une autre société qui, elle, était créée en 1919, qui était spécialisée dans les matériels pour le bobinage. Et Aras Maxei, en fait, est issue de la fusion de ces deux sociétés. Et effectivement, les activités ont pas mal bougé sur 100 ans. C'est pour ça aussi que vous êtes ici, c'est parce que, dans ce qu'on veut montrer, c'est que vous partez d'un produit et vous avez su vous réinventer, c'est-à-dire à partir de votre produit, réinventer d'autres espaces pour faire apporter, on parlait de valeur ajoutée tout à l'heure, apporter la valeur ajoutée à vos clients au travers d'autres produits en prenant pour base ce que vous savez faire. Oui, tout à fait. Donc, je dirais les lampes de mineurs ont été arrêtées il n'y a pas si longtemps que ça, c'était il y a juste 10 ans, en 2003. Sur la partie activité pour les métiers du bobinage, c'est toujours une activité importante aujourd'hui chez nous. Ça fait à peu près un peu plus de la moitié sur Aras Maxei et sur le groupe, puisqu'on a trois autres sociétés. Ça représente à peu près effectivement la moitié de l'activité. Et par exemple, on a aujourd'hui arrêté les machines à bobiner, qui était aussi un de nos cœurs de métier. Et comme c'est un métier de mécanique, on s'est lancé dans les machines spéciales. Donc aujourd'hui, on est capable d'offrir à des clients, pour leur outil de production, des machines qu'on va concevoir de A à Z et qu'on va réaliser dans nos ateliers, puisqu'on a gardé effectivement nos ateliers de mécanique. Voilà, c'est là que c'est intéressant, c'est qu'en dehors de votre propre savoir-faire, vous faites des machines spéciales. Et donc ça signifie un investissement humain conséquent pour pouvoir les concevoir et les proposer. Oui, on avait un savoir-faire, puisque pour concevoir nos propres machines, on avait effectivement des mécaniciens, on avait des thermiciens, puisqu'on travaille beaucoup sur la partie énergie, sur des technologies du vide. Donc on fait circuler de l'huile, parce qu'on a, entre autres, dans nos spécialités, le traitement d'huile des transformateurs. Et on a mis au service d'autres industriels ce savoir-faire au niveau de nos bureaux d'études. Donc aujourd'hui, on est effectivement capable de proposer aux industriels des machines. Alors soit ça peut arriver quelquefois sur des grands groupes où ils ont leur propre bureau d'études et on réalise des machines sur plan, mais pour les PME, c'est généralement une problématique. Donc on va aller chez eux, on va analyser la question et on va étudier avec eux la solution qui leur permette effectivement d'automatiser leur process. Combien de personnes dans vos cabinets d'études ? On a une dizaine d'ingénieurs et de techniciens. D'accord. Et c'est un équilibre qui vous va bien dans votre entreprise, c'est-à-dire entre votre métier de base et ces machines spéciales, où vous souhaitez développer plus l'une ou l'autre activité ?
On cherche toujours à avoir un équilibre, parce qu'on voit qu'historiquement, de temps en temps, c'est les produits propres qui tirent l'entreprise. De temps en temps, c'est plus cette partie sous-traitance, parce que même si c'est des machines complètes, c'est quand même plus une activité de sous-traitance. Et on a toujours cherché à avoir l'équilibre. Et même aujourd'hui, dans les croissances externes que le groupe a pu faire ces dernières années et ces derniers mois, on a aujourd'hui un équilibre entre à peu près 50% sur nos biens d'équipement propres, vendus sous la marque Maxi ou Boarmont sur une petite filiale à Gemont, et 50% où c'est plus de la sous-traitance avec cette partie études qui apporte un plus par rapport effectivement à un usinier de base. Dans un secteur qui est le vôtre et qui était, au moins pour vos produits de base, relativement ou même assez concurrentiel, avec vos machines spéciales et avec vos développements, est-ce que vous êtes nombreux, je dirais en France, en Europe ou dans le monde, à faire ce que vous faites ou à pouvoir proposer ce que vous proposez? Alors sur nos produits propres, on est peu nombreux, on est une dizaine d'actifs à travers le monde. Ça nous permet de vendre aujourd'hui nos produits dans 120 pays, donc ce qui est quand même, je pense qu'on n'a pas le monde entier, mais on est un petit peu dans toutes les zones. Et en France, vous êtes le seul? En France, on est le seul, effectivement. Nos concurrents sont en Allemagne et puis en Suisse, et puis ensuite on traverse l'Atlantique. En revanche, donc sur la partie machine spéciale, là, c'est vrai qu'on est plus sur de la proximité, même si on a certaines de nos machines qui partent un petit peu partout dans le monde parce qu'on travaille beaucoup avec des grands groupes. Mais c'est vrai que la proximité est importante parce que quand on achète une machine, si on l'achète en Chine et qu'on a un problème, c'est un petit peu plus difficile à se faire dépanner. Et quand on dit effectivement, vous êtes donc sur un marché de niche, vous êtes sur des produits propres avec une dizaine de personnes, est-ce que ça veut dire que c'est confortable ou est-ce que ça veut dire que le peu de concurrence que vous avez, elle essaie de prendre votre place? Est-ce qu'elle est agressive ou pas, cette concurrence? On doit avoir peu de concurrents, mais très agressifs, oui, pas forcément si, elle est sympathique. agressive parce qu'aujourd'hui, je dirais même en Allemagne où les prix étaient avant bien au-dessus, on connaît la situation. Aujourd'hui, c'est vrai que c'est devenu beaucoup plus concurrentiel. Mais ceci étant, à partir du moment où on est sur du mouton à 5 pattes, c'est vrai qu'il y a plus autant ça demande vraiment un savoir-faire et il n'y a plus autant de monde en face, Ce qui fait que finalement sur ce secteur de niche, il n'y a pas que 10 entreprises dans le monde qui font ce type de produits, mais beaucoup sont sur un marché local. Et en revanche, vraiment les spécialistes qui font ça depuis très longtemps, il n'y en a pas beaucoup et au niveau mondial, on retrouve toujours les 5-6 sociétés qu'on va retrouver un petit peu dans tous les pays du monde, aussi bien en Amérique du Sud, en Asie, au Moyen-Orient, dans toutes les zones où on est présent. Quand vous dites que vous avez des concurrents qui sont plus performants, mais plus agressifs, et vous citez l'Allemagne dans un contexte actuel qui est difficile pour tout le monde, est-ce que ça veut dire que les Allemands, malgré leur réputation de robustesse, de qualité, n'hésitent pas forcément à baisser leurs prix en délocalisant leur propre production? Vous voyez ce que je veux dire? Est-ce que vous avez fait peut-être dans ma question, il y a peut-être déjà la réponse, est-ce que vous n'avez pas fait des choix qui sont parfois plus difficiles, mais plus nationaux? C'est vrai que nous, l'ensemble de la production est réalisé dans les différents, principalement à Arras, mais dans nos différents sites. Donc on a un peu plus de 120 personnes au niveau du groupe. C'est vrai que certains concurrents allemands ont fait des choix, ont créé des filiales en Chine. C'est vrai que ça permet aujourd'hui de faire des produits à plus bas coût. C'est vrai que nous, on a fait le choix de rester franco-français. Toutes nos productions sont là. Nos sous-traitants, on a aussi fait le choix d'avoir des sous-traitants qui sont proches. Notre principal sous-traitant, il est dans la même zone. On est à Artois-Paul. Il est dans la même zone que nous, à 500 mètres. Et c'est vrai que ça apporte quand même une souplesse et puis une qualité qu'on maîtrise parfaitement. Donc, on parle de qualité. On parle de qualité. Donc, si vous avez fait ce choix de rester français, c'est pour maîtriser mieux la qualité de vos produits. Oui, tout à fait. C'est un choix aussi qui est un choix citoyen ou pas du tout? Ah si, quand même. C'est clair que, je dirais que comme vous avez dit, moi, le groupe, ça fait 5 ans que j'ai repris le groupe. Et clairement, l'objectif était de rester en France, de donner. Je pense que nos enfants, les jeunes, ont du mal à trouver du travail. On fait aussi pas mal de choses dans le domaine de l'alternance. Et je pense qu'on peut aujourd'hui quand même s'en sortir, puisque malgré qu'on fasse l'ensemble de notre production en France,
Hein, on vend en Chine, on vend au Vietnam, on vend au Moyen-Orient, on vend au Chili. Et bon, la qualité des produits français est quand même reconnue. Il y a une robustesse derrière. Et bon, c'est vrai que le savoir-faire aussi, pratiquement centenaire de l'entreprise, aide aussi. Voilà, donc votre exemple illustre bien le fait qu'on peut être une entreprise centenaire sur des produits qui, dans leur propre domaine d'activité, arrivent à se démarquer de l'ensemble de ce qui peut se faire ailleurs, par vos produits propres, justement. Oui, tout à fait. Hein. Je pense qu'aujourd'hui, un petit peu dans tous les domaines, on voit quand même des entreprises françaises qui sont à la pointe, qui sont connues dans le monde entier. Alors, bien sûr, il y a les grands groupes, hein, mais même au niveau des PME, il y a quand même, y compris dans la région, des noms qui sont reconnus et qui vendent des produits de qualité sur le marché mondial. Voilà. On n'est pas les seuls. Voilà, la transition est bonne pour des entreprises dans la région qui vendent des produits de qualité et sur un marché mondial. Suivez mon regard et surtout passez le micro. Merci beaucoup. Vous êtes Gérard Moxon. C'est une entreprise familiale. Vous n'êtes pas centenaire, je parle en tant qu'entreprise, mais quand même beaucoup plus jeune. Oui, sauf que l'entreprise est née en 1928, donc quand même ça commence à dater. 1928, effectivement. Donc l'entreprise a été créée par mon père et mon oncle et qui ont démarré tout petit. Ils ont commencé en vendant des produits alimentaires sur les marchés avec ce qu'on appelait à l'époque une baladeuse, une voiture à bras. Et ils ont démarré en vendant des produits laitiers, des volailles et du café. Et peu à peu, ils se sont concentrés sur deux types de produits. Dans un premier temps, les produits laitiers et le café, car leur objectif était de proposer aux consommateurs des produits de qualité à des prix compétitifs, plus intéressants que ce que l'on trouvait dans le commerce. Il faut savoir qu'à l'époque, le commerce du café était régi par des importateurs. Vous ne pouviez pas faire venir du café aussi facilement qu'aujourd'hui. Aujourd'hui, si vous avez des capitaux, et que le cœur vous en dit, vous pouvez aller acheter un container de café au Brésil ou au Vietnam ou ailleurs. À l'époque, non, il fallait avoir des licences d'importation qui n'étaient pas faciles à obtenir. Surtout quand on n'était pas français, comme vos... Surtout quand on n'était pas français, puisque mon père et mon oncle étaient d'origine belge. Ils étaient arrivés après la guerre 14 en France. Et effectivement, le problème de la nationalité était aigu. On en parle beaucoup aujourd'hui, mais encore plus aigu à cette époque-là. Et malgré leurs efforts, ils ne parvenaient pas d'ailleurs à obtenir la nationalité française. Seul mon oncle a obtenu la nationalité française à la Seconde Guerre mondiale en s'engageant dans la Légion étrangère. Donc, mais sinon, c'était assez compliqué. Mais là, ça a tout changé en revanche. Alors effectivement, donc au départ, ils ont vendu ces produits de cette manière sur les marchés. Le succès les a fait grandir. Ils ont visité de plus en plus de marchés. Ils ont même ouvert des magasins, des petites épiceries dans lesquelles ils vendaient leurs produits laitiers qu'ils allaient chercher eux-mêmes dans les fermes en Normandie, par exemple, et également du café qu'ils ne parvenaient pas encore à importer directement, mais pour lesquels ils s'étaient intéressés à des qualités plus fines. Car il faut savoir qu'à l'époque aussi, en France, les cafés qui étaient importés, c'était essentiellement des cafés d'Afrique de l'Ouest, les cafés des anciennes colonies françaises, et donc des cafés qui étaient plutôt ordinaires en qualité, ceux qu'on appelle aujourd'hui les Robusta. Alors arrive la Seconde Guerre mondiale, et donc, comme je viens de vous le dire, mon oncle s'engage dans la Légion étrangère. Il obtient la nationalité française, et là, tout change, puisque mon père et mon oncle peuvent ouvrir des magasins cette fois. Oui, ça change tout parce que c'est à partir de ce moment-là, je crois, qu'on abandonne aussi les produits laitiers et que la marque Méo naît, en fait, en 1945. Voilà, la marque Méo, effectivement, est créée d'une manière toute simple, puisque mon père et mon oncle contractent leur nom. Mon nom, c'est Méoxone, et c'est trop compliqué. Alors ils disent, on va réduire, et on l'écrit phonétiquement, Méo. Voilà, c'est tout. Ça s'est créé comme ça, tout simplement. Et les produits laitiers continuent. Les produits laitiers continuent pendant un certain temps, car ils avaient toujours leurs approvisionnements.
Mais cette fois, en important directement, ils font venir des cafés de meilleure qualité encore, des produits qu'ils sélectionnent eux-mêmes et qu'ils servent directement aux consommateurs en les torréfiant d'ailleurs souvent sur place. Alors il y a eu aussi une autre étape qui a été intéressante ou importante pour vous, ça a été le développement de la grande distribution. Vous l'avez en quelque sorte accompagné. Voilà, donc ce commerce se développe, mais dans les années 60, la grande distribution apparaît et le commerce du café, je parle là des produits du café torréfié, change de nature. Et de plus en plus, les produits sont achetés, ces produits alimentaires sont achetés dans les grandes surfaces. Et donc se pose le problème de changer également notre distribution qui était très concentrée. Et donc nous avons fait le pari d'accompagner la grande distribution et de distribuer nos produits dans leurs magasins. Alors, ce que je voudrais vous amener à dire aussi, on est avec vous sur des concepts de diversification. C'est-à-dire qu'en fait, c'est vrai qu'on parle que de café, mais vous avez positionné votre produit sur du haut de gamme, et à partir de quoi, là aussi, il y a tout un développement de l'entreprise qui s'est fondé sur ce développement de gamme et cette diversification à partir de ce produit-là. Oui, alors effectivement, ça a été un choix délibéré, puisque les produits étaient plutôt des produits standards, comme je viens de vous le dire, et des produits ordinaires. Et là, le choix a été fait véritablement d'aller vers des produits de haut de gamme et de qualité et d'intensifier dans ce domaine, c'est-à-dire vraiment d'aller dans cette recherche permanente des produits les plus fins et des produits spécifiques. Alors, par exemple, nous avons été les premiers en France à créer des produits d'origine pure. Aujourd'hui, dans les magasins, vous trouvez des cafés de Colombie, des cafés du Guatemala, etc. Nous avons été les premiers, ça a été évidemment largement repris depuis, mais à lancer des produits d'origine pure. Nous avons également aussi été les premiers, parmi les premiers en tout cas, à développer des produits du commerce équitable, puisque nous avions des sources d'approvisionnement spécifiques avec des producteurs qui étaient des spécialistes dans leur domaine, qui n'étaient pas des grands producteurs, mais qui étaient des producteurs de produits haut de gamme. Et ces producteurs étaient évidemment de taille plus modeste. Ils avaient parfois du mal à passer les crises liées aux fluctuations des cours. Et pendant ces périodes, nous les avons accompagnés. Et c'est à peu près ce que vous trouvez aujourd'hui dans le principe du commerce équitable. Quand le commerce équitable est arrivé, donc naturellement, nous avons également distribué ces produits. J'ai vu aussi que vous aviez créé des cafés biologiques, si je ne me trompe. Ça veut dire quoi, ça ? Alors, nous ne les avons pas créés complètement parce qu'ils ont été créés à l'origine, à la production. Mais par contre, effectivement, nous avons aussi été parmi les précurseurs dans leur commercialisation. Ce sont donc des cafés qui sont cultivés de manière organique, biologique, c'est-à-dire sans engrais, sans additifs, sans aucun produit complémentaire et qui sont traités de manière totalement naturelle par les planteurs. Et donc là aussi, nous avons commercialisé ces produits assez rapidement sur le marché. La diversification, elle s'est faite aussi sur la présentation de vos produits. N'échappe à personne qu'aujourd'hui, beaucoup boivent du café avec des capsules et évidemment que vous êtes présent sur cette forme de voilà. Ça a été la dernière étape, je dirais, qui est beaucoup plus récente. Au départ, donc encore une fois, lorsque encore juste après-guerre et dans les années 50-60, le café s'était vendu en grains. Et vous avez certainement parmi vous, certains ont connu les moulins Peugeot qu'on était obligé d'utiliser. Après sont arrivés les cafés moulus sous vide. Donc toutes ces étapes, évidemment, ont été franchies. Et maintenant, la nouvelle génération des produits, ce sont les cafés portionnés. Et donc, nous avons également été présents sur ce marché, à la fois avec les systèmes à dosette et maintenant avec les systèmes à capsules compatibles pour les machines Nespresso. Donc, nous commercialisons également ces produits que nous fabriquons avec notre partenaire, puisque dans le cadre également de notre évolution, de l'évolution de l'entreprise, nous nous sommes associés il y a 2 ans avec les établissements Fichot. Ça, c'est pour vous donner une surface supplémentaire en termes de production. Oui, effectivement, et pour acquérir une dimension
pérenne pour que l'entreprise puisse demain conquérir des nouveaux marchés et être présent sur l'ensemble des produits. J'entendais monsieur qui parlait de marchés internationaux. Nous vendons nos cafés en France, mais par contre, nous les achetons dans le monde entier. Mais nos concurrents, ce sont des multinationales. Les plus grands groupes de café, les grandes marques de café que vous connaissez en France appartiennent toutes à des multinationales. Et donc, il était important que nous ayons aussi une assise et une taille suffisante. Et donc, grâce à ce rapprochement, c'est ce que nous avons pu acquérir. Très bien, merci de votre témoignage. Je pourrais même terminer, parce que vous ne l'avez pas dit, allez, je vais le faire. Vous participez à la Cup Excellence, un challenge annuel de producteurs de café les plus rares dans le monde. Et vous y participez, vous mettez un point d'honneur et y participez chaque année, je crois. Oui, tout à fait. Je suis juge pour cette compétition et je vais au Brésil au mois de janvier pour une de ces compétitions. Au moment de la Coupe du Monde ? Malheureusement, non, avant. D'accord. Voilà, merci beaucoup donc de votre témoignage. On va passer la parole aux experts maintenant. Monsieur Outoquier, si vous avez des choses à dire, vous n'hésitez surtout pas. Vous êtes prof des universités, vous prenez le micro et vous avez l'habitude, je suppose, de le prendre, donc ce n'est pas un souci pour moi de vous le passer. Bon, on parlait de réjuvénation tout à l'heure. Est-ce qu'on pourrait en faire une définition ? Oui, alors bonjour. La réjuvénation, alors c'est un terme qui désigne le fait pour une entreprise ou pour un secteur d'activité d'aller à l'encontre du cycle de vie d'un secteur, ou pour un secteur d'aller à l'encontre de sa dégénérescence ou de son déclin entre guillemets naturel. Alors le terme rejuvenation chez les anglo-saxons date des années 90. Il y a plein d'autres termes qui sont associés et qui désignent à peu près la même chose. On parle de régénération, on parle de renouvellement stratégique, des mouvements comme Océan Bleu, par exemple. Et en général, en fait, tous ces termes désignent le fait, ces dernières années, d'une prise de conscience qu'une entreprise n'est pas obligée de suivre systématiquement le déclin de son secteur, qu'une entreprise dans un secteur à maturité n'est pas obligée de voir son profit, de voir sa performance diminuer considérablement. Et donc on a, en travaillant sur le business model de l'entreprise, en travaillant sur son management, en travaillant sur le réseau de partenariats, ces technologies, la possibilité de reprendre, de remonter le temps pour reprendre une performance ou une marge digne des débuts du secteur. Alors quand on parle du début du secteur, du début de l'entreprise, et qu'on remonte le temps, question qui va peut-être vous paraître naïve, peut-être, mais tant pis, je la pose, est-ce qu'on n'est pas finalement dans quelque chose qu'on appelait auparavant l'analyse de la valeur ? C'est-à-dire qu'on reprend les sources de l'entreprise et puis on s'y refixe. Tout à fait, oui. On parlait tout à l'heure d'analyse de la valeur. Effectivement, ça suppose de re-questionner les lieux éventuels de création de valeur qui n'en sont plus. C'est-à-dire que quand un secteur évolue, quand on passe d'une phase de croissance à une phase de maturité, quand on arrive en maturité, il y a des lieux qu'on pensait être des lieux de création de valeur et qui n'en sont plus. Donc il faut se poser la question, il faut revoir les choses, il faut réinterroger la manière dont on peut créer cette valeur dans ce secteur. Il faut reprendre de l'espace dans un secteur. Ce qu'on sait par exemple, c'est que si on imagine un secteur comme étant un espace, on se rend compte que quand on avance dans le cycle de vie du secteur, les entreprises, sur des critères aussi simples que coût-qualité par exemple, les entreprises tendent à se rassembler au milieu. Alors pourquoi ? Parce qu'elles sont en concurrence, qu'elles commencent à se ressembler de plus en plus, qu'elles vont dans les mêmes congrès, qu'elles sont soumises à la même information, et qu'à la fin, elles font presque toutes les mêmes produits. Et donc, il faut se redonner de l'espace. On l'a vu avec les exemples là, c'est-à-dire qu'il faut être capable de se dire, tiens, il y a de la place pour monter en gamme, il y a de la place pour changer le réseau de valeur en ayant des nouveaux partenaires. Il y a de la place pour réintroduire et incorporer des nouvelles technologies issues d'autres secteurs qui permettent de reprendre de l'espace dans l'espace du secteur et donc de regagner des marges et de la performance. On va essayer ensemble d'être encore plus concret dans le propos. Tout à l'heure, vous avez parlé de la stratégie Océan Bleu. Un océan bleu, moi je vois à peu près ce que c'est, mais la stratégie Océan Bleu, c'est un peu plus sibyllin. Qu'est-ce que ça veut dire ? C'est créer des espaces ? C'est quoi la stratégie Océan Bleu ? Oui, c'est devenu un classique de la stratégie. C'est Kim et Mauborgne, deux auteurs qui ont proposé le fait qu'à un moment donné, si on veut vraiment regagner de la performance,
il faut arrêter de se battre sur les critères actuels et de penser une logique de différenciation. Une logique de différenciation, c'est toujours par rapport aux normes du secteur. Il faut penser à créer des nouvelles normes. Donc l'idée, c'est de réanalyser la valeur en se disant de quoi les clients n'ont plus besoin, qu'est-ce qui nous coûte cher, de quoi les clients ont besoin mais qui nous coûte trop cher pour ce que ça génère comme valeur, qu'est-ce qu'on peut ajouter comme nouveaux éléments. Bon, il y a des exemples assez classiques, le Cirque du Soleil par exemple. Alors ça, je crois que c'est un bon exemple de réjuvénation. Ça serait bien de s'y arrêter un tout petit peu. Donc le Cirque du Soleil, c'est un exemple très classique sur la stratégie Océan Bleu. Le cirque, c'est un secteur qui était complètement en déclin, avec ses points de passage obligés, des clowns, des acrobates, qui font des choses de plus en plus risquées, de plus en plus dangereuses, qui montent de plus en plus haut et qui jonglent avec 4, 5, 6 massues. Et puis au bout d'un moment, la question du Cirque du Soleil, ça a été de dire, est-ce qu'on ne peut pas changer ça? Donc qu'est-ce qu'on peut enlever? On n'a peut-être pas besoin d'avoir des animaux, ça coûte trop cher pour ce que ça rapporte. On n'a peut-être pas besoin de faire des choses de plus en plus dangereuses, ça coûte trop cher en assurance, et ça nous oblige à avoir des stars. Donc au lieu d'avoir des stars, ils ont pris des danseurs, des acrobates, qui sont interchangeables. Du coup, on commence à pouvoir avoir 2 ou 3 cirques, 4 cirques qui tournent dans le monde, au lieu d'avoir un cirque. On n'a plus d'animaux, donc ça coûte beaucoup moins cher. Et puis comme ça devient un spectacle, on commence avec de la musique, on commence à pouvoir avoir des tarifs qui ressemblent à des tarifs de spectacle et plus à des tarifs de cirque. Alors ça reste le Cirque du Soleil, ça reste le cirque, mais il n'y a plus vraiment de concurrence. Il y a des performances qui n'ont rien à voir, il y a des taux de marge qui sont sans commune mesure avec les cirques classiques, y compris des grandes familles du cirque. C'est déjà plus du cirque, le Cirque du Soleil. Alors éventuellement, c'est déjà plus du cirque, mais c'est là où c'est ce qui est intéressant finalement dans l'esprit du consommateur, c'est de créer de la valeur qui fait qu'on n'assimile plus le produit à ce qui fait la norme d'un secteur qui est arrivé à maturité et où tout le monde se concentre sur le même type d'offre. Est-ce qu'on peut dire qu'il y a des expériences, il y a des réussites ici dans la région qui s'apparentent à la réjuvénation et dont on ne connaissait pas le mot avant, je veux dire, qui ont fait de la réjuvénation sans le savoir. Moi, je pense comme ça au textile technique. Une entreprise fait du textile, l'alliance improbable, c'est qu'elle travaille avec des médecins. Bon. Oui, c'est vrai que c'est un bon exemple et de manière générale, toutes les entreprises qui sont capables de repenser leur business model, qui sont capables de créer des nouveaux types de partenariats, d'aller chercher des technologies, de développer et de capitaliser sur des compétences et qui sont en général capables de mener ce changement en ayant une vision claire de là où elles veulent aller. Il y a des entreprises locales. Une entreprise comme l'entreprise Doublé, on l'oublie parfois, c'est des drapeaux. C'est quand même un secteur qui est a priori où on a très peu de possibilités de développement, on a très peu de possibilités de marge, c'est un secteur à maturité. Bon, pouvoir développer des tas d'éléments complémentaires, des tas d'activités complémentaires, ça qui apparaît les nouvelles technologies qui viennent d'ailleurs, proposer de la servitisation, c'est-à-dire ajouter énormément de services aux produits de base, c'est des moyens pour des industriels de regagner de la valeur, redécouper l'offre de base comme l'ont fait les gens qui ont pratiqué ou qui pratiquent le low cost dans le transport aérien, c'est-à-dire ne plus penser à un moment donné que on transporte un voyageur et on lui offre toute une série de services, mais on commence à découper l'offre pour se rappeler qu'en réalité on faisait des offres groupées. La presse, se rendre compte que finalement, quand on achète un journal et qu'on vend un journal dans le monde entier, et depuis 200 ans on fait de la presse quotidienne régionale, nationale, etc., d'information, les gens qui se sont rendus compte au New York Times que finalement, en réalité, c'est 200 ou 300 produits, parce que c'est 200 ou 300 articles, on peut les découper, ça permet de regagner des marges. Est-ce que vous êtes en train de développer le fait qu'il n'y a pas de fatalité ni au déclin, notamment nos secteurs par rapport aux pays émergents? C'est-à-dire que tous les secteurs ici qui existent peuvent rester vivants, même par rapport aux pays émergents qui sont nos propres concurrents. En fait, le mouvement général qu'il y a derrière la réjuvénation, et je parlais tout à l'heure de régénération, de renouvellement stratégique, c'est la prise de conscience qu'on peut découpler la vie du secteur et la vie de l'entreprise, qu'on peut avoir dans des secteurs matures où la moyenne de performance est 2%, 3% de taux de profit, de marge, etc., se retrouver à avoir des entreprises qui font 20, 25%. Et on se rend compte aujourd'hui que dans tous les secteurs d'activité, on a des gens qui sont capables de faire 10 ou 15 fois la marge des concurrents. Et effectivement, ça veut dire que, alors c'est quand même
plus difficile, c'est pas facile à faire, hein, mais ça veut dire que c'est possible dans tous les secteurs et les exemples illustrent bien. On peut continuer à être en France, à opérer en France, on peut continuer à être sur un marché éventuellement national sans avoir le poids des autres acteurs et réussir à se départir de la trajectoire du secteur ou de la trajectoire dans laquelle l'entreprise nous met. Alors, est-ce que la réjuvénation, c'est un état d'esprit dans l'entreprise, ou c'est un service dédié? Voilà, je crée un service réjuvénation. C'est idiot, hein, comme question. Alors, j'ai envie de dire, c'est ni l'un ni l'autre. Ce n'est pas un service dédié parce que c'est pas quelque chose qu'on va faire régulièrement. Hein. En général, il faut vivre ça comme un projet. C'est pas non plus un état d'esprit parce que ça suppose d'avoir 1 ou 2 objectifs clairs et d'avoir une perspective claire sur ce qu'on veut faire. Les recherches en matière de renouvellement stratégique montrent qu'il y a quelques éléments clés à avoir à réussir à mettre en place pour mener ça avec succès. La première chose, c'est d'avoir une équipe de dirigeants et d'avoir des dirigeants un peu emblématiques qui sont capables de porter le projet. La deuxième chose, c'est d'être rejoint et de pouvoir galvaniser alors non seulement les acteurs internes, mais les acteurs externes, les nouveaux partenaires, parce que la plupart du temps, ça se fait avec des nouveaux partenaires. On le voit bien dans l'exemple que vous avez évoqué. Ça se fait en général avec une nouvelle organisation du réseau de valeur, donc avec des nouveaux partenaires. Et la troisième chose, c'est d'avoir la possibilité de structurer 1 ou 2 objectifs, c'est-à-dire de savoir où on va, ce qu'on a envie de faire, pour pouvoir définir une offre qui éventuellement peut d'ailleurs être une offre plus simple que ce qu'on faisait avant. Pour faire la réjuvénation, il faut, vous l'avez dit un petit peu, une équipe de direction qui soit très structurée, qui travaille ensemble, etc. Est-ce qu'on a la culture de la réjuvénation ici dans notre pays? Vous avez dit tout à l'heure que c'était né dans les pays anglo-saxons, que ça s'y développe bien. Est-ce qu'on est apte à l'apprendre tel quel? Est-ce qu'on est fait pour travailler tous ensemble? Est-ce que c'est dans nos gènes, dans notre ADN, comme on dit aujourd'hui? Alors, il y a 2 choses qui sont souvent reprochées aux Français quand je fais des congrès ou à l'international, etc. Il y a 2 choses qui sont souvent reprochées aux Français ou aux dirigeants français. C'est assez souvent d'avoir assez peu de pensée stratégique, c'est-à-dire finalement c'est souvent les PME qui font de la stratégie en France. Malheureusement, les grandes entreprises je parle des très grandes, hein, les grosses entreprises du CAC 40 ont une tendance à faire un peu moins de stratégie ou en tout cas à rester un peu dans la même veine que ce qu'elles étaient, et quand elles en font, c'est pas toujours avec grand succès. La deuxième chose, c'est que c'est vrai que chez les anglo-saxons, on a ce concept de strategic leadership, c'est-à-dire le leader qui va porter un projet, qui va l'emporter, et c'est vrai que c'est quelque chose qu'on retrouve assez souvent chez nous dans les entreprises familiales, et on a donc cette capacité à faire ça, particulièrement dans le Nord, c'est-à-dire on a des vrais leaders de PME, et je pense que c'est une caractéristique du tissu régional, oui, c'est possible, je pense. Alors vous parliez justement de capacités qu'on a dans notre région, notamment dans les PME de notre région, mais on peut dire aussi peut-être qu'au niveau un peu plus global, institutionnel, il y a des raisons d'être relativement optimiste. Il y a un mot qui court de plus en plus, c'est la 3e révolution industrielle et l'engagement qu'il y a ici de ces leaders économiques et politiques. Alors c'est vrai que la réjuvénation, le renouvellement stratégique, c'est en général un concept qu'on utilise pour des entreprises dans un secteur d'activité, et c'est vrai que on pourrait imaginer l'utiliser pour les territoires, pour un territoire, et je pense que la 3e révolution industrielle, ça illustre bien cette volonté finalement à l'échelle d'un territoire d'aller à l'encontre d'une sorte de cycle de vie, de fin de cycle des industries qui arrivent à maturité ou qui sont en déclin depuis un moment dans notre secteur. On a les caractéristiques que j'évoquais tout à l'heure, c'est-à-dire une mobilisation, des changements de chaîne de valeur, une mobilisation des acteurs porteurs de projets qui sont le président de région, le président de CCI, etc., qui sont des acteurs forts et qui ont un vrai leadership là-dessus. Donc on est vraiment dans cette démarche de rejuvenation à l'échelle du territoire. Ouais. Très bien. Oui, parce qu'on parle beaucoup de stratégie, donc je me disais aussi que vous alliez probablement prendre la parole, vous qui êtes président de Lille Place Stratégie. J'avais une question. Ça marche ? J'avais une question à poser à Xavier. Est-ce que l'économie de la fonctionnalité, qui consiste à regarder l'usage plus que le produit, est-ce que ça ne facilite pas, est-ce que ce n'est pas une source d'inspiration aussi pour avoir une démarche de rejuvénation ? Oui, alors tout à fait. Effectivement, tout ce qui va aller dans le sens de Si on redéfinit l'économie de la fonctionnalité, on peut peut-être en dire 2 mots.
Oui, c'est le fait de penser, l'usage au lieu de penser le produit, et de penser la création de valeur, et donc toute la logique de valeur, mais de la création jusqu'à la capture et toutes les étapes de la valeur, plutôt que de penser le produit. Et c'est vrai que ça permet de redécomposer et trouver des nouvelles sources, ça permet d'ajouter des services, ça permet de faire une diversification en général sans vraiment la penser comme ça, c'est-à-dire d'ajouter des choses complémentaires, on le voit bien dans les entreprises ici, des choses très synergiques, des activités très synergiques avec l'activité première, sans véritablement avoir le sentiment de faire une diversification en tant que telle. Très bien, merci. Vous aurez évidemment la possibilité de reprendre la parole. Je voudrais donner maintenant le micro à Sonia de Marchelier. C'est à dessein, effectivement, que je voulais vous donner la parole, mais en dernier, parce qu'on a eu des cas d'entreprise, on a parlé de régénération, et avec vous, on va revenir peut-être au niveau de l'entreprise, de la microéconomie et des hommes, parce que tout cela ne peut pas se mettre en place finalement s'il n'y a pas un concours et une adhésion des individus. Et c'est probablement plus facile de le dire que de le pratiquer dans les entreprises. Alors, on parle beaucoup de choix stratégiques, mais est-ce que dans l'entreprise, dans une période comme celle d'aujourd'hui, comme une période extrêmement chahutée, comment les choses se passent-elles et quelles sont les réactions des individus dans les entreprises? Alors, comme je l'ai entendu précédemment dans votre discours, il y a malheureusement beaucoup de résistance. Et ça peut s'expliquer. Ce qu'on peut constater dans les interventions que nous faisons, c'est que les stratégies qui fonctionnent, ce sont celles qui sont déclinées, appliquées au plus proche du terrain et que les salariés se sont réappropriées, que chaque collaborateur de l'organisation, quelle qu'elle soit, s'est réapproprié. Pour que ça, ce soit possible, il faut que les dirigeants, il faut que les équipes d'encadrement, les managers, soient de véritables relais de la vision et de la stratégie en elle-même. Vous parliez tout à l'heure peut-être du manque de leaders charismatiques, hormis peut-être dans nos PME. On a besoin des dirigeants marketeurs de leur vision et de leur stratégie pour la vendre. Dans les principales sources de résistance, on observe avant tout le manque de sens, le manque de visibilité, le manque de compréhension. Ça, le cerveau n'aime pas trop, quoi. Ce qui n'a pas de sens, c'est directement rejeté. Et on a plus que jamais besoin dans notre environnement de cette capacité à s'adapter, de cette capacité à innover, à remettre en question nos pratiques. Et tous vos témoignages concourent à cela. On a eu de magnifiques exemples finalement d'idées qui vont faire la différence parmi un ensemble d'offres qui existent. Et la problématique, c'est bien de trouver la différence qui va faire la différence parmi les autres, parmi les concurrents. Donc, dans ce contexte, on a besoin effectivement de générer de l'adhésion, de générer de la cohésion, là où malheureusement, on observe très souvent le contraire. Alors, on a parlé beaucoup de changements et de capacité justement à s'adapter aux changements, mais finalement, les changements, ils ne datent pas d'aujourd'hui. Il y a toujours eu des changements dans l'entreprise. La vie n'a été que changement. Qu'est-ce qui a changé aujourd'hui, si je puis dire? Oui, d'autres ont dit avant, il n'y a pas plus permanent que le changement. Et aujourd'hui, on entend beaucoup, on est dans un environnement de crise, l'environnement est compliqué, tout est compliqué. Mais ça l'a toujours été, je veux dire, à d'autres époques, ça l'était aussi. Qu'est-ce qui a changé? C'est quoi? C'est la fréquence des changements? Alors, ce qui a changé, c'est avec une augmentation des distances, une globalisation du monde, je ne vous apprendrai rien en disant ça. Cette augmentation des distances et donc cette perte de contact a été compensée par une augmentation de la vitesse. Augmentation de la vitesse du transfert d'informations, vitesse des déplacements, vitesse des changements. Et c'est effectivement la fréquence des changements qui caractérise réellement notre époque. Là où, au début du siècle, on absorbait une certaine quantité de changements, au début du siècle dernier, eh bien aujourd'hui, on doit faire face à 4 fois plus de changements qu'il y a un siècle. Donc face à ça, on n'a pas d'autre choix que d'arriver à s'adapter. Sinon, on meurt. Alors, arriver à s'adapter, est-ce qu'il y a des recettes pour ça ou pas? J'aime pas bien le terme recette parce que les recettes en matière humaine, il faudrait être bien malin pour pouvoir en trouver. Donc les recettes ne marchent pas. Il y a quand même un certain nombre de dénominateurs communs et de points qui sont essentiels, de bonnes pratiques. Je préfère les bonnes pratiques aux recettes. L'une des premières recettes, c'est effectivement... Bonne pratique. L'une des premières bonnes pratiques, merci. C'est effectivement de pouvoir donner du sens et de pouvoir expliquer. Donc, c'est pas le tout d'avoir
imaginé, d'avoir trouvé le créneau différenciant, c'est pas le tout d'avoir cette vision qui est présente, c'est pas le tout d'avoir une démarche stratégique qui est présente, si on ne l'a pas vendue, si on ne l'a pas expliqué, si les collaborateurs n'ont pas pu l'apprendre, apprendre, ça vient du latin apprehendere, se réapproprier, eh bien, ils ne pourront pas la décliner. Et l'une des missions principales des encadrants, à tous les niveaux, c'est d'être le pédagogue de la stratégie, pour lui donner du sens. À partir du moment où le cap est expliqué, où on sait où on doit aller, et où on explique les changements, et où on explique la nécessité d'adaptation, alors il y a un certain nombre d'autres choses nécessaires. Je vous parlais tout à l'heure de la problématique de l'augmentation des distances et de l'absence du contact. Pour ça, nous avons les technologies de l'information et de la communication, qui devraient plutôt être des technologies de l'information et de l'expression, mais qui nous ont mis dans une absence de contact qui est réellement problématique. Quand on repart sur des basiques, sur des choses essentielles, sur des fondamentaux, en période où ça se coud un peu dans tous les sens, eh bien, dans ces fondamentaux, on va retrouver le contact, le respect, la simplicité, la qualité relationnelle, le fait de dire un bonjour, au revoir, merci, qui veut dire bonjour, au revoir, merci. Ça peut paraître évident, mais j'entends régulièrement dans toutes les interventions que je peux avoir, de toute façon, nous, on ne considère pas, on n'existe pas, et on vient nous voir quand on a besoin de nous, mais en autre temps, on va nous croiser, on ne va pas nous dire bonjour. Et ça démarre par là. C'est un premier signe d'incohérence. Comment réussir à générer de l'adhésion si on a juste oublié les basiques de la qualité relationnelle ? Alors, on parle aussi énormément de communication, on n'arrête pas de parler de communication. Ça veut dire quoi, communication, d'ailleurs ? La communication, au sens structurel du mot, c'est l'action commune. Communiquer, ce n'est pas dire les choses. Les organisations sont remplies d'expressions, orales ou écrites, mais beaucoup moins, malheureusement, d'actions communes. Et tant qu'on n'a pas mis en marche le décloisonnement, l'action commune avec l'ensemble des collaborateurs de la structure, tant qu'on n'a pas cherché à donner du sens et de la cohérence, et si je reviens à la communication, l'action commune, l'un des points de départ, c'est encore et toujours la qualité relationnelle. Je sais que, et le management, la définition que vous donnez du management, là aussi, c'est bon sens paysan. Enfin. Le bon sens paysan, oui. Il y a plusieurs origines au mot management. Il y a l'origine anglo-saxonne que l'on retrouve, qui est to manage, to handle, to achieve, qui veut dire attraper, réussir. Donc c'est saisir l'objectif. Donc on atteint l'objectif, quels que soient les moyens. Et puis il y a l'origine latine, qui est manus agere. Manus, c'est la main, et agere, c'est la terre. Et le manager était le paysan qui prenait la terre dans ses mains pour la sentir, la goûter, respirer, et en fonction, parce qu'il est capable d'utiliser ses sens, il est capable de prendre la décision de semer ou labourer en fonction de ce qu'il observe. Or, nos 5 sens sont ce qui nous relie à l'environnement et qui sont directement liés à notre cerveau, ce qui nous permet justement de comprendre, de décider, de mettre en place de l'innovation, de la créativité. Et donc le manager au sens latin du terme serait celui qui est capable d'atteindre l'objectif, mais de prendre ses décisions en utilisant ses sens, en utilisant le contact. Alors, il y a aussi un dernier concept qu'on entend souvent, de plus en plus, je dirais, c'est celui, qui est lié à ce que vous dites, de bonheur au travail, et qui n'était pas forcément celui qui était développé dans les années 80. Et c'est un vrai plaisir d'entendre ça aujourd'hui, c'est un vrai bonheur pour moi d'entendre ça aujourd'hui, parce que, quand même, très concrètement, pour le temps qu'on passe au travail, on a plutôt intérêt à y être bien, parce que sinon on est très malheureux dans sa vie. Donc c'est quand même une question d'équilibre global. Et le fait de parler de bonheur en entreprise, ça commence à rentrer dans les mœurs, parce qu'avant on disait on n'est pas là pour s'occuper du bonheur des salariés. On l'a peut-être fait au moment du taylorisme, en quelque sorte, sur certains aspects, mais en tout cas, sur les dernières décennies, c'était pas ça la tendance. Or, une personne qui vient travailler, qui a du sens dans son travail, qui retrouve l'amour des choses bien faites. J'ai entendu dans vos témoignages, et je l'ai entendu précédemment, la qualité des produits est au cœur des pratiques et du succès et de la performance. Quelqu'un qui va aimer son travail, qui va avoir le goût de bien faire, qui va qui va trouver sa place dans l'organisation parce que c'est un maillon de la chaîne, et en tant que tel, s'il ne fait pas son job, la chaîne casse.
Donc il a cette responsabilité, quel que soit le niveau. Le fait de se sentir impliqué dans l'organisation parce que le travail a du sens, parce que les missions sont enrichies, parce que chacun à son niveau, on a envie de bien faire, et parce qu'en plus, quand on est dans un environnement où on est bien, parce qu'on est respecté, parce qu'on est considéré, parce qu'on est en échange, en interaction avec les autres, parce qu'on ne nous prend pas pour le dernier des demeurés, et qu'on considère la personne. Il ne s'agit pas d'être dans un monde béni oui-oui, hein, mais parler de bonheur en entreprise, je suis convaincue que c'est un des leviers qui permettra de développer de la qualité, en tout cas de développer de la performance. Merci beaucoup de votre intervention. Sauf à ce que vous ayez, autre chose à ajouter. Je voudrais ajouter une petite chose. Dans tous les indicateurs qualité que l'on peut retrouver et dans tous les témoignages qui ont été apportés préalablement, moi, il y a toujours une chose qui m'étonne, c'est qu'on n'a jamais d'indicateur de la qualité relationnelle. Et j'aimerais, c'est un de mes vœux, un de mes objectifs, qu'un jour on commence à intégrer dans les tableaux de bord de gestion et de suivi des différents managers et des différentes entreprises des indicateurs de qualité relationnelle, parce que pour moi c'est un levier essentiel à la performance. Il faudra aussi les définir, ces indicateurs de qualité relationnelle, c'est pas forcément évident de les mettre en place. C'est pas forcément évident, mais ce qui sera un bon indicateur pour une entreprise ne le sera pas forcément pour une autre. En tout cas, prendre cette notion en compte, ce serait une vraie révolution. Très bien, merci beaucoup de votre témoignage. Monsieur Outokié, si vous aviez un mot pour... c'est la mission la plus facile que je vous confie, bien sûr, pour, je n'irai pas faire la synthèse, mais les points forts que vous avez saisis de ce qui vient d'être dit. Je remercie les participants à cette table ronde, chefs d'entreprise et puis experts, parce que c'était très intéressant, chacun dans leur domaine. Alors moi, ce qui me frappe, c'est finalement que l'on parle de régénération. Et moi, j'ai quelques jours aussi. Oui, voilà. Ou de diversification. En fait, le chef d'entreprise et toute son entreprise, en fait, doit changer de paradigme. C'est la clé, en fait. Il doit regarder autrement ses clients, regarder autrement l'usage que ses clients font de son produit ou de son service. Il doit regarder autrement ses ressources, ses moyens qu'il a en interne, de manière peut-être à les mutualiser pour des activités différentes, ça c'est la diversification, de manière à effectivement voir comment utiliser le produit différemment sur un marché, etc. Donc cette notion, cet effort de changer de paradigme est pour moi essentiel, et sûrement très difficile à faire. C'est un enjeu. Et pour ça, on parlait aussi de partager la stratégie, parce que le challenge après, c'est de faire changer aussi les collaborateurs de paradigme. Ce qui est donc, c'est pas évident. Voilà. Donc c'est tout un exercice très difficile. Et donc ça, je crois qu'effectivement, le chef d'entreprise et les collaborateurs doivent s'ouvrir, regarder autrement le monde, regarder autrement l'entreprise. Et bon, on est un peu là pour ça au niveau de place de stratégie, puisque c'est une place donc, qui a vocation à, évidemment au sein de l'île Place Tertiaire, de promouvoir évidemment les consultants haute valeur ajoutée dans le domaine de la stratégie, mais aussi aller vers les entreprises ou permettre aux entreprises d'aller vers ces valeurs ajoutées qui se trouvent dans la région en termes d'expertise, de manière à se faire aider. Parce que changer de paradigme, comme on disait, c'est pas évident. Et accompagner toute l'entreprise, c'est pas évident pour changer ce paradigme. Voilà. Donc c'est surtout, quelle que soit diversification ou réjuvénation, c'est un exercice de changement de paradigme. Et donc voilà, on est là pour ça, au niveau de place de stratégie, pour aider ces entreprises de la région. Très bien, merci Monsieur le Président de ces quelques mots. On va poursuivre bien sûr le déroulement de cette fin de soirée. Je vous propose 5 petites minutes, si vous le voulez. Si vous avez une ou deux questions à poser aux personnes qui sont en face de vous, vous pouvez le faire. Sinon, on passera bien sûr à l'étape suivante. Donc si vous avez une question ou deux, c'est le moment pour le faire. Très bien. C'est parfait. Donc je pense que vous avez été extrêmement convaincant. Peut-être aussi que c'est la fin de la soirée. Moi, ce que je propose, effectivement, c'est que nous poursuivions. Mais juste avant, je vous remercie beaucoup de bien vouloir applaudir ceux qui ont témoigné devant vous. Merci, madame. Merci, messieurs. Et on va
maintenant bientôt arriver à la remise des prix, des trophées, mais pas tout de suite, parce qu'on m'a demandé de faire venir juste avant Claude Cham, qui est président national de l'association française qualité performance. Et puis je souhaiterais aussi que Anne Erlax et Yann Orpin puissent vous rejoindre, Monsieur le Président. Pourquoi ? Parce que nous allons en quelque sorte illustrer votre propos par les deux petits témoignages, mais extrêmement significatifs de ces deux personnes. Alors, je vais vous donner un micro, vous le prenez. Si. Voilà. Bonsoir, monsieur. Bonsoir, monsieur le Président. Il paraît qu'on commence par dire bonjour, donc bonsoir. Moi, j'ai pas de questions. On peut rester debout, on peut s'asseoir. Asseyez-vous si vous voulez. Le point, c'est que je crois que vous allez nous parler en quelques instants un petit peu de l'association que vous présidez, et puis aussi un peu de la raison de cette implication et de cette réunion de ce soir. Eh bien, écoutez, je vous parlais de l'association. France Qualité Performance est simplement le produit de la fusion de la majorité des associations nationales antérieures qui étaient très fragmentées. Il y avait France Qualité Publique, il y avait phare MFQ, il y avait le CNQP, plus d'autres micro-associations, et qui s'occupaient au plan national de la qualité. De la qualité, puisque c'était le grand mouvement qui avait été lancé par Jean-René Fourtou dans les années 80 et qui malheureusement a vécu des vicissitudes qui avaient amené à quelques difficultés financières et donc à la disparition ou à la mise en sommeil du mouvement. Lorsque j'ai été porté à la présidence du CNQP, je me suis aperçu que les efforts, je dirais, éclatés, n'auraient pas pu aboutir à la renaissance de ce mouvement. Et c'est pour ça qu'avec un certain nombre de collègues, dont M. Charles Tondeur, qui était le président de la région Nord-Pas-de-Calais à cette époque-là, et qui avait la présidence de phare MFQ au niveau national, nous avons décidé de fusionner, de dissoudre d'abord tous ces mouvements, puis de les fusionner. Alors, notre objectif, eh bien, écoutez, il est simple, hein, c'est que nous pensons que, effectivement, le monde a toujours changé, et je crois que ce qui vient d'être dit est extrêmement vrai. Il continue à changer. La seule chose qu'il y a, c'est qu'il faut que l'ensemble des participants et des acteurs de ce changement s'approprient véritablement les stratégies d'entreprise, les stratégies gouvernementales, les stratégies d'État, et les grands mouvements de mondialisation ont besoin d'être acceptés, d'avoir un sens pour l'ensemble de ces acteurs. Donc nous cherchons à promouvoir la qualité, non pas au sens de la qualité produit, process, ce qui est déjà fait dans grand nombre d'entreprises, mais par contre de promouvoir le mouvement qualité au sens de culture managériale. Et je suis même aujourd'hui en train de vouloir promouvoir l'enseignement de ces méthodologies dès le plus jeune âge. Et donc ça peut paraître utopique, mais je pense que quand je vois un certain nombre de professeurs des écoles se poser quelques questions sur la réintroduction de l'instruction civique dans le primaire, ou un certain nombre de professeurs du secondaire, je crois qu'ils auraient à leur disposition, ils auraient la connaissance de ces méthodologies que nous appliquons maintenant depuis de nombreuses années dans les entreprises pour l'utiliser et l'enseigner à leurs jeunes têtes estudiantines. Eh bien, ils pourraient préparer l'avenir de notre pays d'une façon, je dirais, peut-être plus performante que ce que nous faisons aujourd'hui. Deuxième point que je veux souligner dans la création du mouvement, c'est que la qualité pour la qualité, c'est certainement très intéressant au plan de l'abstraction et de la discussion. Je pense par contre que la qualité pour la performance, c'est ce que nous cherchons à promouvoir, et c'est pour ça que dans le logo, comme dans son appellation, nous avons associé France Qualité Performance. Troisième point, vous constaterez que nous avons réuni dans le même pot commun établissements privés, entreprises privées, organisations et tout ce qui est établissement public, tout ce qui est la fonction publique. Pourquoi ? Parce que nous sommes convaincus que les méthodologies en tant que culture de management que nous appliquons dans nos entreprises peuvent s'appliquer exactement de la même façon
dans un hôpital, dans une école, dans un commissariat de police, dans tout établissement public. Et tout cela, pourquoi? Parce que Madame vient de le dire fort justement, et je le dis moi à ma façon, on ne réforme pas une entreprise contre ses salariés, on ne réforme pas un pays contre ses citoyens, on ne réforme pas une administration contre ses fonctionnaires. Il faut que la vision soit légitime. Pour qu'elle soit légitime, il faut que les gens soient exemplaires. Et si elle est légitime et s'il y a l'exemplarité, à ce moment-là, elle a un sens. Et les acteurs se l'approprient et cela devient leur véritable action. Sans cela, eh bien, on ne rentre pas dans ce que nous appelons le développement durable. On rentre dans des actions qui restent certes des feux d'artifice, mais de court terme. Donc voilà la grande ambition que France Qualité Performance veut développer au niveau de notre pays. Et bien évidemment, nous cherchons à nous raccrocher aux grands mouvements qualité qui sont au niveau européen, mais au niveau mondial, dont je puis vous dire que la France a décroché depuis une dizaine d'années, ce que je trouve fort regrettable. Très bien, merci de ces précisions, c'était important avant la remise du prix qualité et performance, puisque ça le resitue dans son contexte et surtout dans vos objectifs. Alors, le prix qualité-performance a été, lorsque nous avons bien évidemment recréé cette association, il a fallu se donner une feuille de route. Et nous cherchons à nous appliquer à nous-mêmes les méthodologies que nous cherchons à promouvoir au sein de la nation. En conséquence de quoi, dans cette feuille de route, il y avait un certain nombre d'objectifs que nous nous sommes fixés avec des jalons, etc. Et parmi ces objectifs, de manière à ce que nous soyons plus visibles, il y avait un prix qui s'appelait le prix qualité en France. Et nous avons observé que malheureusement, il n'avait plus la notoriété qu'il a eue à un moment donné. Lorsqu'on se compare avec des grands pays comme les États-Unis, il faut savoir qu'aux États-Unis, le prix qualité, les awards, c'est remis par le vice-président des États-Unis. Lorsqu'on regarde en Allemagne, Madame Angela Merkel remet elle-même le prix qualité aux vainqueurs. Si vous regardez en France, eh bien malheureusement, ce qui a été vrai dans le passé, aujourd'hui ne l'est plus tout à fait. Donc nous sommes en train, au niveau national, de revaloriser ce prix. Ça fait maintenant plusieurs années, 3 ans très exactement, que le prix au niveau national se passe au sein du ministère de l'économie et des finances, sous l'autorité, le patronage et la présence du ministre. Nous avons redéfini les règles du prix et nous souhaitons que le prix national ne soit que l'aboutissement des prix régionaux, de telle façon à ce que la démarche se fasse. On a introduit cette année un prix étudiant. Nous avons l'année dernière introduit ce que l'on appelait le prix des bonnes pratiques. Pourquoi? Parce qu'il y a certaines entreprises qui, avant de vouloir se lancer dans la démarche complète du prix, souhaitent rentrer dans l'une bonne pratique, et nous avons mis cela en place, et puis in fine, le prix. Et tout cela dans le cadre, je dirais, de l'évaluation MFQ, EFQM, qui est l'évaluation européenne, de telle façon à ce que ces entreprises, progressivement, puissent accéder au niveau européen, au niveau mondial. Je dois malheureusement vous faire part que voici de nombreuses années qu'aucune entreprise française n'a été primée au niveau européen. En conséquence, ce que je voudrais dire en terminant, c'est que je voudrais déjà féliciter toutes les entreprises, tous les gens qui, en région Nord-Pas-de-Calais, ont accepté de rentrer dans cette compétition. Car rentrer dans la compétition, c'est un risque. Il y aura des vainqueurs, il y aura des gens qui ne seront pas élus, bien évidemment, mais en tous les cas, je pense qu'ils méritent tous, au même titre, de recevoir ces félicitations, car ils auront pris ce risque dans une compétition, et je pense que, grâce à cela, leur entreprise ou leur organisation aura progressé. Merci, Monsieur le Président. On va vous applaudir. Alors, nous avons avec nous 2 représentants d'entreprises, 2 entreprises qui, si je ne me trompe, ont été primées au niveau national et qui donc sont ici pour témoigner. Leurs propos, on va bien le voir, vont totalement dans le sens de ce que vous avez dit. Ils vont même très très bien l'illustrer. On parle beaucoup d'appropriation d'humain, de démarche, de stratégie. Anne Herlax, vous êtes... je vais
pas vous montrer avec la main, c'est pas bien. Vous êtes responsable de la communication interne chez Kiabi, et effectivement, vous avez mis en place une démarche stratégique pour impliquer vos collaborateurs, les collaborateurs de Kiabi. Moi j'ai bien aimé, ça s'appelle Vision, et à Vision vous avez accolé le verbe rêver. Alors allez-y, dites-nous un tout petit peu plus. Oui, en fait, j'entendais tout à l'heure donner du sens aux actions pour que les collaborateurs adhèrent. Il y a mieux que ça encore, il y a de les impliquer dès le départ et même à un niveau stratégique. Donc, il faut bien rapprocher le micro. On a mis en place chez nous ce qu'on a appelé l'exercice vision. Ça consiste en quoi? C'est rêver l'entreprise à au moins 10 ans. Donc en fait, on a réuni Alors on a fait ça en petits groupes, mais les 7500 collaborateurs de Kiabi ont participé à cette vision. Et on leur a demandé, en tant que collaborateurs, en tant que clients, de nous décrire l'entreprise de leurs rêves à travers tout un questionnement pour les guider. Et puis, de ce rêve est née la vision Kiabi à 10 ans, qui se décline, voilà, on a chez nous 4 grands axes. C'est une vision à 10 ans, ça a donné lieu à un plan à 5 ans. Ah oui, c'est-à-dire qu'ensuite, on l'a décliné à un niveau stratégique, qui était le plan à 5 ans, et puis ensuite, en actions beaucoup plus opérationnelles, qu'on a appelées des feuilles de route, et qui sont tout simplement le plan d'action annuel. Sans parler tout de suite des axes, les résultats immédiats, c'est quoi? C'est quoi? D'abord, c'est une immense fierté des collaborateurs. Parce que, voilà, on leur demande qu'ils soient conseillers de vente, directeurs de pays, contrôleurs de gestion ou agents logistiques. On leur demande de rêver l'entreprise, de la projeter, y compris de rêver à de nouveaux pays qu'on pouvait ouvrir, à de nouvelles méthodes de travail. Voilà. Et donc, c'était une immense fierté et puis une adhésion complète. Et est-ce que dans la période actuelle, qui est quand même pas simple, un peu chahutée, est-ce que ça a eu une vertu? Ouais. Ah bah énorme. Fin 2010, on a donc mis en place cet exercice vision. Et dès 2011, on a été confronté de plein fouet à la crise économique, avec notamment, en tout cas pour notre secteur, la flambée des matières premières. Ça, on en est persuadé. Et comment ils l'ont vécu? Eh bien, on a une enquête d'opinion interne tous les ans. Et entre l'enquête de 2009, de 2010 ou de 2011, voire celle même de 2012, la note globale n'a pas baissé. Les collaborateurs sont toujours aussi impliqués, ont toujours autant confiance dans l'entreprise. Et plus encore, on a assisté à un vrai redressement en 1 an. Et cette année, ce sera pour nous l'année record en termes de résultats. Et les salariés de Kiabi, ils rêvent concrètement de quoi pour leur entreprise? Des exemples? Alors, des exemples. D'abord, ils rêvent d'une entreprise citoyenne. Et suite à la vision, ils ont créé la Fondation Kiabi. Voilà, la Fondation Kiabi, elle est née de la vision. Ils rêvent d'une entreprise internationale et puis tant qu'à faire leader sur son secteur. Ils rêvent d'une shopping expérience plaisir pour leurs clients. Ils rêvent d'être acteurs de l'entreprise. Ils rêvent d'une entreprise qui soit encore plus mode. Ce sont les grands axes là, que vous décrivez. Oui, exactement. Parce qu'en fait, c'est pas le tout après c'est pas le tout de faire la vision, il faut la faire vivre au quotidien. Et ces axes, on les décline au quotidien et on anime nos équipes autour de ces axes. Très bien, merci beaucoup. C'est une des raisons pour laquelle vous avez une médaille de bronze. Une médaille de bronze. Voilà, très bien. Merci beaucoup. On va vous applaudir. Alors Yann Orpin, votre expérience, elle n'en est pas moins intéressante et passionnante parce que vous êtes, vous aussi, dans votre entreprise, bon, vous allez nous dire, bon, Kiabi, on connaît, Cleaning Bio, votre entreprise, en un mot, ce qu'elle est, et je crois qu'elle a aussi une démarche extrêmement citoyenne, une démarche militante et une démarche performante. Alors, Cleaning Bio d'abord. Alors, Cleaning Bio, c'est une PME de 200 personnes, capitalise dans la région Nord-Pas-de-Calais et qui se duplique en insertion dans le reste du territoire français. On en avait assez de voir opposer l'entrepreneuriat social de l'entrepreneuriat capitaliste et on considère qu'il faut casser la barrière et qu'on change le paradigme de l'entrepreneuriat et qu'on pense l'entreprise
grâce à la vertu du sens et des valeurs qu'elle diffuse dans l'entreprise, plutôt que par sa nature juridique. Donc ce qu'on a fait, c'est qu'on a dupliqué notre modèle capitaliste en entreprise d'insertion, sans intérêt économique, pour permettre de faire évoluer les mentalités, de changer l'image de l'entreprise et valoriser l'image de l'entreprise en fonction du sens et des valeurs qui sont défendues, plutôt que par sa nature juridique. Puisqu'aujourd'hui, quand un entrepreneur est social, il est bien vu, et quand on est capitaliste, on est salaud, pour faire court. Et donc, pour éviter qu'on ait cette image, en tout cas pour valoriser l'image de l'entreprise, c'est qu'on casse ces deux images au profit d'un entrepreneuriat unique, un entrepreneuriat de sens et de valeur. Vous avez créé d'ailleurs une franchise de sens, je crois. C'est ça, donc on a une franchise de sens, donc c'est une franchise sans intérêt économique. Donc on duplique notre modèle. Donc on voulait voir si le sens pouvait être dupliqué. Donc on l'a fait à Montpellier il y a maintenant 18 mois. On a 25 collaborateurs en insertion et ça fonctionne. Et on ouvre à Dijon en 2014. Donc concrètement, ça veut dire que quand on travaille dans une entreprise comme la vôtre, on a parlé de bonheur au travail tout à l'heure, c'est ce que vous appliquez. En fait, de façon pas naïve, mais totalement assumée, et ça donne d'excellents résultats économiques pour le coup. Alors oui, alors économique, mais surtout humain, et économique par l'humain. Puisqu'on intègre les collaborateurs avec un procédé qui était mis en place et qui est le même dans une boîte capitaliste que dans notre entreprise sociale. Et que ce mécanisme fonctionne très bien dans n'importe quelle entreprise, quelle que soit sa nature juridique. Concrètement, quand on est chez vous, vous estimez que pour pouvoir travailler efficacement, il faut que les collaborateurs puissent être bien, d'une manière générale, dans leur vie tout court, accéder facilement à votre entreprise. Vous ne les, je crois que vous ne leur donnez pas de solution, mais vous les aidez à trouver des solutions. Oui, on a développé ce qu'on a appelé un management sans frontières, c'est qu'on ne s'arrête pas à la frontière de l'entreprise. On leur donne la clé qui permet d'aller régler leurs problèmes personnels. On n'ouvre pas la porte. On leur donne la clé qui permettra de trouver la solution à leurs problèmes. Voilà, ils restent responsabilisés par rapport à leurs propres problèmes. C'est ça. Très bien. Autre chose à ajouter? Vous avez dit ce que vous aviez. Bon, écoutez, c'est parfait. On va bien sûr maintenant passer à la remise des prix, mais on va vous applaudir auparavant. Bon, ben voilà, nous allons passer à la remise des prix et on va commencer par, il y a 3 prix en fait, il y a un prix bronze et pour ce prix bronze, je vais demander à la personne qui doit être à côté de moi, sinon je vais me sentir extrêmement seul, de bien vouloir me rejoindre. C'est Didier Copin. Ah ben voilà, parfait. Didier Copin qui est ici manager environnement durable, développement durable, pardon. Et puis aussi qui est notre commissaire général de ce salon. Donc Didier Copin prend le micro. C'est pour ce premier prix, ce premier trophée, oui, qui est trophée de bronze. Je crois que tu vas appeler celui qui va se présenter. Alors je vais appeler donc Philippe Peter, qui est dirigeant de la société De Lettrés. Voilà, vous venez monsieur, on va vous applaudir. Vous venez d'avoir le prix. Félicitations. Attends. On va remettre le prix, mais pas tout de suite. Pas tout de suite. Non, parce qu'il va prendre le micro, monsieur Peter. S'il prend le micro, qu'il prend le prix avec, il va être ennuyé. Monsieur Peter, vous êtes... on va vous remettre le prix, hein, rassurez-vous. Vous êtes dirigeant de la société De Lettrés. Vous faites de la distribution de pièces automobiles, n'est-ce pas? Oui, tout à fait. Et voilà, et vous avez beaucoup de sites, Amiens, Abbeville, Beauvais. Nous avons 5 sites, oui. 112 personnes. Quand même. 3 dans l'Oise et 2 dans la Somme. Alors, premier point, c'est le niveau d'exigence de plus en plus haut de vos clients aujourd'hui qui vous amène à travailler peut-être différemment. En fait, on a participé au prix. D'abord, c'était effectivement d'abord parce que je suis convaincu que la qualité, c'est une des composantes essentielles du management de l'entreprise. Ensuite, en fait, on voulait se challenger à travers ce prix et motiver nos équipes pour effectivement que tout le monde s'approprie la démarche et pour mesurer le chemin qui restait à parcourir pour faire partie des meilleurs et obtenir l'excellence. Donc dans un premier temps, c'était pour effectivement nous situer par rapport à l'environnement. Alors, la qualité, c'est une histoire ancienne chez vous. Hein. C'est depuis 1990. Vous êtes dans ce trip qualité, en fait, dans cette démarche qualité. On est dans cette démarche, effectivement, depuis 1990, avec beaucoup de difficultés. Un responsable qualité que vous avez nommé déjà à l'époque.
Alors, à l'époque, il y avait une assistante qualité, oui. Le poste de responsable qualité, on a vraiment franchi le pas il y a 2 ans en embauchant donc Rémi, qui est ici présent. Et en fait, l'idée, c'était surtout que la qualité soit quelque chose de durable chez nous, ce qui n'a pas toujours été le cas auparavant. C'est très difficile de maintenir le cap. Si je vous demande, tant pis, ça écorchera peut-être un peu votre modestie, mais c'est pas grave. Si je vous demande les 3-4 points forts de votre entreprise, en termes de qualité, vous citeriez quoi? Il y en a beaucoup sur lesquels vous travaillez, mais si vous deviez en retenir quelques-uns, lesquels vous me citeriez spontanément? C'est difficile, on a toujours tendance à voir ses points faibles et pas ses points forts. C'est pas grave, je les ai notés, vos points forts. Non, je pense que on est dans un métier qui est assez exigeant. En gros, on doit servir 1 millier de clients, on a 33 000 références, on doit le servir dans l'agglomération dans l'heure qui suit, dans le département dans H+4. Donc ça nécessite une logistique très, très complexe. On a un niveau de concurrence qui est élevé, on est dans un secteur qui a largement atteint sa phase de maturité. La concurrence est exacerbée. Donc aujourd'hui, citer ses points forts, je dirais qu'on a un souci, un niveau de service qui est quand même assez élevé. Je pense qu'il y a une bonne participation, une bonne appropriation de la part du personnel, et que donc par rapport à ça, je pense que par rapport aux concurrents, on est bien. Voilà, moi je pense que pour venir un petit peu en appoint à ce que vous dites, effectivement, on a parlé pas mal d'individus, d'hommes, d'humains, etc. Et chez vous, je crois savoir qu'il y a un processus d'intégration du personnel qui est extrêmement, sur lequel vous prêtez beaucoup d'attention. Je crois que chez vous aussi, il y a un pourcentage de personnel féminin qui est plus nombreux qu'ailleurs. Il y a plus de 15% de femmes ou jeunes femmes qui travaillent chez vous, dans un monde qui est quand même pas forcément totalement féminin. Vous avez mis en place aussi de l'e-learning, donc vous êtes voilà, c'est assez axé sur les individus. En plus de tout ce que vous nous avez dit jusqu'à présent. Oui. Voilà. Bon, très bien. On va vous remettre, à moins que vous ayez autre chose à ajouter. Non, merci. C'est une grande surprise. On était venu pour se challenger, donc. Eh ben, on va vous remettre le prix maintenant de façon officielle. Si un photographe est là pour... Voilà. Alors c'est quoi? C'est un trophée? C'est un diplôme aussi? D'accord. Il n'y avait pas une formation aussi? Alors, ce que j'ai trouvé de très remarquable dans l'entreprise, c'est le mot excellence, bien sûr, et l'excellence partagée par tous dans l'entreprise, avec l'ensemble des hommes et des femmes de l'entreprise. Et c'est vrai que c'est ça qui fait finalement du développement durable, que l'ensemble des collaborateurs soient impliqués dans la démarche. Donc bravo, vraiment réussi. Bravo pour ce trophée. Voilà. Merci messieurs, je vous demande de rester ici, restez avec nous, vous asseoir peut-être, puisqu'on fera une grande photo après que tout le monde va s'asseoir. Alors, il y a un deuxième prix maintenant, Antoine Outequier est juste derrière. Merci beaucoup de me rejoindre, vous êtes président de l'île Place Tertiaire, on l'a vu tout à l'heure, et c'est vous, l'île Place Stratégie, je me suis trompé, excusez-moi. Vous allez nous annoncer le lauréat. Patrick, pardon. Oui, il s'agit donc de Patrick De Bruyne, qui est directeur de Nord Imprime. Voilà, vous êtes... Bonsoir, je ne suis pas Patrick De Bruyne, comme vous le constatez. Donc c'est Philippe De Bruyne qui est directeur de Nord Imprime. Et moi, je suis Vanessa Merlin, responsable QSE. Voilà, donc chez vous, vous allez vous tourner très bien sur... Est-ce que vous voulez répondre à quelques-unes de mes questions, puisque vous n'êtes pas Patrick De Bruyne? Avec plaisir, si je peux. On va essayer. Le développement durable, pour vous, c'est quelque chose qui a un sens dans l'entreprise? Alors, ça a toujours été au cœur de nos préoccupations. Et M. De Bruyne, qui a repris la direction du site en 2009, il faut savoir que dans les arts graphiques, dans le domaine de l'imprimerie, c'était une période de crise. On a perdu 20% de notre chiffre d'affaires. Donc, il fallait réagir, faire quelque chose, se démarquer par rapport à nos confrères.
Et on a choisi de se lancer donc, dans une politique qualité pour restructurer notre société et une politique environnementale. Vous aviez un slogan aussi, Naturellement. je vais le dire, hein. Nord Imprime se met au vert, c'est ça? Oui, voilà. Bon. On voudrait, à l'avenir, dans les années à venir, être l'imprimerie la plus écologique au nord de Paris. Alors vous avez aussi, et c'est pas forcément évident, facile d'en parler, mais pas forcément évident à obtenir, beaucoup de labels qui légitiment votre action. Oui, voilà, on est certifié donc depuis 2009, ISO 14001, ISO 9001, PEFC, FSC, beaucoup de certifications, mais ce sont des objectifs pour nos salariés. En fait, c'est une reconnaissance pour nos salariés, comme ce prix aujourd'hui, ça permet de valoriser toute l'équipe qui se sont impliqués réellement dans tous ces projets et qui sont toujours avec nous, et c'est grâce à eux si on est là aujourd'hui et si on sera encore là demain. Et les points forts chez vous, c'est quoi? Je pose la même question. La réactivité, le service, puis surtout l'implication de l'ensemble des salariés. L'implication parce que vous communiquez beaucoup avec les salariés? On communique beaucoup. Au sens où le disait tout à l'heure madame, c'est-à-dire faire avec? Oui, toutes les décisions sont... En fait, il n'y a pas trop de hiérarchie dans chez Nord Imprime. Toutes les décisions sont prises ensemble, avec l'ensemble des salariés. Très bien, merci beaucoup de votre participation, de votre contribution. Monsieur Houtequier, vous allez remettre le prix. Vous allez vous tourner de l'autre côté pour qu'on puisse vous photographier. Voilà. Et Monsieur Houtequier, vous allez vous tourner pour qu'on puisse aussi vous photographier avec Madame. Voilà. Vous avez peut-être un mot à dire, non? Non, mais écoutez, toutes mes félicitations. Et je suis frappé, moi, de l'importance qu'on donne effectivement aux ressources humaines qu'on embarque dans tous ces projets, ces beaux projets, et c'est formidable. C'est une histoire d'hommes et de femmes. Voilà. Merci beaucoup. Voilà, vous allez vous asseoir, monsieur. J'ajoute aussi qu'il y a tous ces prix que vous recevez. Il y a également une formation au marketing qui est offerte et qui n'a pas été matérialisée, marketing durable effectivement, qui n'a pas été matérialisée par un papier, mais qui est aussi parmi le lot, si je puis dire, de ce qui est offert aux lauréats. Voilà, monsieur Claude Cham, merci de me rejoindre, car vous allez remettre le prix or, n'est-ce pas? Tout à fait. Bon. Et donc je vais appeler monsieur Bertrand Bigot de la société Calios, s'il veut bien venir nous rejoindre. Alors Calios, vous allez nous dire ce qu'est votre société? Donc, ça marche ? Oui, nous sommes une petite société de 8 personnes, éditeur d'un logiciel qui s'appelle Calios, donc complètement éponyme. Voilà, donc globalement, notre société marche bien parce que nous avons fait un excellent exercice 2013 qui suivait un excellent exercice 2012. Donc, et je pense que le fait d'avoir ce prix est quand même une des clés. En quoi consiste votre logiciel? C'est intéressant. C'est un logiciel de management de la qualité. Donc, c'est quelque chose qui permet de mettre en place une gestion par processus avec des notions de traçabilité, de reporting, donc un logiciel complètement full web qui s'adresse à des organisations qui cherchent à avoir à la fois, je dirais, 3 choses, donc des recherches d'informations en temps réel et immédiate, avoir une traçabilité et avoir surtout des outils de scoring, c'est-à-dire savoir exactement ce qui marche pas, pour justement influencer, appuyer les choses qui marchent et peut-être laisser un peu tomber les choses qui marchent moins bien, quoi. Votre motivation, les motivations au quotidien, c'est quoi? C'est le plaisir d'innover, c'est quoi? C'est le plaisir de travailler avec les salariés, quoi, parce que franchement, moi je prends du plaisir au travail. Je pense que les salariés en prennent aussi. Voilà, on est une équipe, ça marche bien, on travaille beaucoup en réseau avec d'autres personnes et on aime ce qu'on fait, quoi, voilà. Merci beaucoup. Votre sourire en atteste de toute façon. Voilà. Monsieur le Président. Bien, monsieur. Et alors, on va faire comme on a dit tout à l'heure, on va se mettre face au photographe. Voilà. Je vais vous remettre ces 2 diplômes en vous présentant à nouveau mes plus chaleureuses félicitations. Bravo à tous. Et on peut vous applaudir comme vainqueur de cette compétition. Bravo. Alors, vous venez d'avoir le premier prix, le prix or, et vous partez. Non, il faut revenir. Voilà, vous revenez,
Et je ne vais même pas vous demander de vous asseoir, je vais vous demander de rester debout, de vous lever aussi. On va faire une grande photo avec tous les... Et je vais demander à Patrick Blanc également de venir rejoindre ici les lauréats pour qu'on puisse faire une photo de groupe. Voilà, rapprochez-vous peut-être. Moi, je ne suis pas photographe, mais à mon avis, ça serait bien que vous rapprochiez les uns des autres en mettant bien en évidence votre prix. Voilà. C'est bon? Formidable ça. Alors ce qu'on va faire, c'est qu'une dernière fois, mais vraiment une dernière fois, vous les applaudissez. Alors, vous ne le voyez pas, mais moi je vois, le cocktail est prêt déjà, donc on va pouvoir maintenant y passer. Cela dit, un dernier mot peut-être de conclusion, Didier, peut-être, le commissaire général du salon. Je crois qu'avec cette soirée des trophées Excellence, Qualité, Performance, nous venons de vivre également l'un des grands moments de Jade, avec ces 3 entreprises qui ont été primées ce soir, et aussi toutes celles qui sont intervenues pour nous montrer que finalement, la qualité est au cœur des enjeux demain du développement durable. Elle est déjà dès aujourd'hui avec vos entreprises. Alors pendant ces 2 journées Jade, 10e édition des journées Jade, en fait, nous avons vécu comme cela une 50aine d'ateliers, de conférences, avec plus de 150 intervenants, donc experts, chefs d'entreprise. Donc on a vécu vraiment des moments très forts qui montrent que notre économie est en pleine transformation. On a parlé tout à l'heure de changement de paradigme, on a parlé tout à l'heure, eh bien évidemment, forcément, donc, de 3e révolution industrielle. Cet après-midi, on était avec différents experts, différents chefs d'entreprise sur l'économie circulaire, hier sur l'économie de la fonctionnalité. On pressent véritablement aujourd'hui, au-delà du développement durable, une vraie transformation de notre modèle économique, de vraies perspectives nouvelles qui s'ouvrent pour les entreprises. Donc ça a véritablement été, cette 10e édition de Jade, ce grand sujet de la transformation économique vers l'économie de demain, vers un nouveau modèle de développement. On peut tous être ambassadeurs, quelque part, de cette transformation qui est face à nous, en fait. Bon, c'est Gandhi qui disait, évidemment, soyons le changement que nous voulons pour le monde, soyons tous aussi le changement que nous souhaitons pour nos entreprises, pour construire ensemble cette nouvelle économie. On a aussi un autre grand personnage qui est Albert Einstein qui nous disait, mais comment construire le monde de demain? Certainement pas avec les solutions d'hier, mais en réinventant effectivement beaucoup de choses, beaucoup de nouveaux modèles, de nouveaux outils, avec des entreprises qui vont se réjuvéniser finalement. Donc c'était le grand sujet d'aujourd'hui. La diversification est au cœur aussi de tout ça. Donc comment s'orienter vers ce changement qui nous attend, vers cette nouvelle économie? Eh bien c'est tous ensemble, on peut tous être contributeurs de cette transformation. Donc bravo à tous, bravo à tous les partenaires de Jade qui nous ont permis de réaliser cette 10e édition. Et puis donc dès cette minute, la 11e édition est en préparation avec vous tous. Voilà, donc je vous donne rendez-vous l'année prochaine en 2014.